un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une dissociété de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Salut Flavie. Salut Gauthier, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. On peut dire que j'ai attendu presque 42 ans pour voir le monde s'effondrer. Et donc maintenant, la seule question que je me pose, c'est Armagnac ou cognac? Je crois que c'est la Ah, question à moi, laquelle on arrive je suis tous. à la bière, à la chouffe, la bière belge. Je me suis pris Ah, un petit pain de bière, donc je suis détendue. ah bah écoute, Et pourtant, donc moi je vais. j'ai comme but de faire un dry January, mais ça marche pas. Bah écoute, on va essayer, on va en parler justement tout à l'heure. Alors donc le programme de l'émission, on va parler donc du décès de Jean-Marie Le Pen. On va parler ensuite d'un autre décès, celui des élites européennes qui font une crise d'infarctus à chaque Donc, ils fois sont qu'elles malades, lancent hein. le Ils ne tweet. sont pas encore mortes, mais Ouais, ou elles ne le savent pas encore. Puis après, on va parler d'une victime collatérale avec Trudeau, qui semble s'être pris une balle perdue puisqu'il démissionne. Et enfin, sans doute le mort que nous regretterons le plus dans cette émission, le sexe, en janvier, puisque Maya Mazorette, la chroniqueuse sexuelle du Monde, hyper nous sexué, invite, normalement, nous dit d'arrêter le sexe. Donc, nous invite d'arrêter on le ne comprend plus sexe. rien. Que se Ouais. passe-t-il? Nous allons enquêter là-dessus. Mais d'abord, tu voulait évoquer, Oui, avant je la voulais quand mort, même il y a la évoquer résurrection. rapidement, même si finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire dans le sens où il ne se passe rien, c'est-à-dire, enfin, il ne se passe rien. Les bonnets jaunes, hein, qui sont en fait un peu la suite des gilets jaunes, mais les bonnets jaunes, ce sont les paysans, les agriculteurs, qui voulaient rentrer dans Paris et manifester alors contre le traité, entre autres contre le traité UE-Mercosur, mais aussi contre le fait que depuis l'année dernière, depuis ce qui s'est passé l'année dernière et les soi-disant dialogues avec le gouvernement et Darmanin sur une bonne de foin, il ne s'est rien passé C'était évidemment. Attal sur une botte de foin. Ah pardon, Attal, oui, Attal, je les confonds. Darmanin, il est Oui, oui. plutôt. Enfin, oui, il est sûr aussi, d'une certaine Ouais, manière. Attal Et sur une botte de foin. pas des Donc bottes de évidemment, il foin. ne s'est rien passé, la situation de voir s'est empirée, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais donc ils ont été arrêtés, ils voulaient rentrer dans Paris, ils n'ont pas pu, ils ont été bloqués, ils ont été aussi totalement invisibilisés par les médias, parce qu'au mieux, il y a eu un petit article dans le Figaro, je ne sais pas comment ça a été traité dans le monde, éventuellement peut-être là-dessus, tu peux nous éclairer, mais ou en tout cas globalement, il faut vraiment chercher sur Google, dans actualité, enfin, il faut vraiment chercher pour trouver un peu d'informations. Il y aura des élections aux chambres d'agriculture entre mi-janvier et fin janvier qui détermineront les nouveaux rapports de force entre syndicats agricoles, donc évidemment parmi lesquels principalement la FNSEA qui est très très dominante et maintenant cette montée Qui de la représente les gros communauté, comment on appelle agriculteurs. ça, rurale, Ouais. la convention rurale, je suis désolée de ne pas avoir le nom exact là d'un coup, qui gagne en visibilité avec les coups d'action comme ça, les actions coup de poing depuis l'année dernière. Donc ça va être à suivre, on va le suivre ça un petit peu. Ils seront reçus à Matignon le 13 janvier, la semaine prochaine, donc lundi. Voilà. En tout cas, tout est fait pour les invisibiliser, pour les étouffer, et c'est l'agro-industrie qui, pour le moment, a le dessus, donc représentée principalement par la FNSEA. La coordination rurale, voilà. Je présente toutes mes excuses à la coordination rurale pour ne pas avoir donné le nom exact. Donc voilà. Après, en c'est tout marrant. cas, Oui, parce oui. qu'il y a un an, quand on a commencé la revue de presse, c'était aussi le début des grandes manifestations d'agriculteurs. Et c'est toujours pareil, les manifestations d'agriculteurs. On sent que le pouvoir en a peur. C'est un peu comme la vérité. Elle est Oui. d'abord niée, puis après elle est ridiculisée, puis elle est diabolisée, avant d'avoir toujours été reconnue comme une évidence. Et on Je suis pas voit sûre que. ce serait. Oui. Moi, je pense Ouais, que ben c'est la un grande. véritable danger. Moi, je suis vraiment inquiète pour l'agriculture qui fait face à l'agro-industrie si on va très vite. Je ne vois pas très bien les marges de manœuvre qu'ils ont. C'est un rouleau compresseur qu'ils ont en face d'eux. Mhm. Oui, mais c'est pour ça on sent que le gouvernement en a peur, parce que
faut jamais oublier que la France est un pays rural. Les Français sont quand même très attachés à leurs agriculteurs. Et quand un mouvement agricole prendra de l'ampleur, ça pourra sans doute beaucoup plus faire vaciller le gouvernement que même un mouvement comme les Gilets jaunes, où là, mine de rien, la France des ronds-points, il n'y a pas un attachement aussi charnel Oui, mais qu'avec le enfin, monde les choses sont agricole. liées, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils Oui, portent des bonnets jaunes, hein. C'est des convergences il y a des convergences de lutte. Après, le problème n'est pas que en France, c'est un problème européen, c'est un problème occidental, c'est un problème aussi mondial, parce que finalement, le problème est bien plus large que. Moi, je pense qu'il est aussi mondial. Il ne faut pas penser que c'est vertueux ailleurs en dehors de l'Europe. C'est un vrai sujet et je pense que. Voilà. Donc, bah, il faut rappeler quand même que l'agriculture européenne est très peu subventionnée par rapport à l'agriculture américaine ou à l'agriculture canadienne, notamment. elle est principalement normée, normatisée, écrasée Ouais. de normes. Mais ça, on voit un petit peu, on va en reparler plus tard, mais l'Union européenne s'est vantée d'être en fait un prescripteur de normes à l'échelle du monde, Mhm. avec ces normes européennes. Et je crois que le problème, c'est que les normes, on peut les faire respecter, c'est une forme de pouvoir légal, presque, de soft power, à condition d'avoir quand même un minimum de hard power. Et que, en fait, là, l'Europe, depuis quelques années, continue à fabriquer des normes parce que c'est la logique de toute administration. L'Union européenne, c'est avant tout pouvoir administratif et pas politique. Mhm. Et à aucun moment, on se pose encore la question de si ça intéresse le reste du monde, les normes européennes. Et on va le voir que dans le cadre de la tech, par exemple, les normes européennes risquent Oui, un mais en petit tout peu de cas, se elles servent perdre. toujours des intérêts. Elles servent les intérêts de l'agro-industrie, qui, par ces normes, en tout cas, alors je ne dis pas que c'est le but, mais enfin, en tout cas, par ces normes, permettent d'étouffer les petits paysans qui, forcément, supportent moins ces normes financièrement que les plus grosses structures. Elles étouffent moins les grosses structures que les petits. Donc, en tout cas, elles servent les intérêts des structures, je dirais, plus Affaire, organisées. affaire à suivre, ça serait Mm. amusant qu'en 2025, nous connaissions un printemps européen qui partirait du monde agricole. Ça serait une belle revanche pour ce monde qui est quand même un monde globalement méprisé des hommes politiques. On peut dire que depuis Jacques Chirac, les hommes politiques se vantent de ne plus avoir la fibre agricole. Oui, mais c'est pas seulement qu'il est méprisé, c'est qu'il est sacrifié, en fait. Il s'agit de sacrifier l'agriculture au nom du libre-échange, au nom des intérêts du libre-échange. Et de favoriser une agriculture de grandes structures qui sont souvent plus tellement uniquement françaises. Enfin, voilà, c'est la mondialisation. C'est les enjeux, l'idéologie de la mondialisation qui sont à l'œuvre. C'est pas seulement du mépris. Il y a du mépris, oui, parce que ça les intéresse plus, que ce n'est plus dans notre ethos civilisationnel, mais il y a aussi des intérêts qui sont très conséquents derrière. Mais ce qui est amusant, en fait, c'est que, toute proportion gardée, ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle me rappelle beaucoup ce qui s'est passé au Japon dans les années de l'immédiate après-guerre, où comme les paysans, alors à l'époque c'était pour des motifs politiques, notamment les riziculteurs japonais étaient très liés au Parti communiste, il y a eu un choix de bousiller l'agriculture japonaise, de la remplacer par des importations, notamment de blé, qui produiraient comment dire, des denrées agroalimentaires raffinées, en fait, à forte valeur ajoutée, qui est des produits transformés, qui seraient entre les mains des grandes entreprises japonaises collaborant avec l'occupant américain. Ah oui, Je bien sûr. trouve qu'on est de Oui, oui. plus en plus en Europe dans une logique de protectorat. Mhm. C'est Oui. fascinant. Mhm. Alors, on passe à la mort d'un personnage qui est un petit peu un héritier de cette France rurale, puisqu'il Mhm. est né en 1928 en Bretagne, Jean-Marie Le Pen. C'est assez frappant, je ne sais pas si tu as lu le premier tome de ses mémoires, Non. quand il raconte son enfance, on voit vraiment une France agricole, une France rurale paysanne, celle de la Troisième Pêcheur, enfin son République. père était marin-pêcheur, il était sur un chalutier, enfin, Oui, il oui, a sauté sur une bombe il allemande. sonné sur une bombe. Euh, C'était un accident, hein, pas un acte de résistance. Mais Mhm. globalement, c'est ce qui m'avait frappé dans ces premières pages, c'est qu'on voyait une France rurale. Et je me disais que quelqu'un né en 1928 qui voyait la France de 2025,
bah, il devait vraiment plus y reconnaître ni ses moutons, ni ses chalutiers bretons, parce que, on a quitté, c'était Eugène Weber qui parlait de la fin des terroirs, donc Mmh. vraiment dans cette, dans cette configuration. Alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré, la mort de Jean-Marie Le Pen? Bah, bon, c'était un peu attendu, hein. Il était âgé, je crois que ça fait longtemps qu'il était malade et en mauvaise santé, donc moi je suis pas c'est pas un truc qui c'est pas quelqu'un qui m'inspire, tellement. Après, le parcours du parti est très intéressant dans le sens où c'était un parti minoritaire et plutôt repoussoir et qui est maintenant devenu un parti majoritaire. C'est un parti qui a été instrumentalisé, par la gauche pour diviser la droite. Donc l'histoire du parti est passionnante et ça fait partie de l'histoire politique française depuis les dernières décennies. Après, Le Pen est un type, je pense, très intelligent, un trublion qui a, moi, l'histoire du détail et ce genre de choses qui a complètement contribué à casser, qui a pu en plus participer au fait que les médias s'appuient dessus pour casser les débats légitimes éventuellement sur la question migratoire, etc. Bon, je ne trouve pas que ce soit très très glorieux de sa part. Je ne sais pas de quoi ça procède. Alors après, c'est vrai que quand on est complètement harcelé par les médias qui attendent la faille, qui attendent l'erreur, et qu'on est un peu provocateur de nature, c'est assez facile de déraper. Voilà, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a servi la cause, mais qui a aussi servi une certaine cause, mais qui a pu aussi la desservir. Après, je trouvais intéressant quand il dit je suis socialement de gauche, économiquement de droite et nationalement de France. C'est un résumé intéressant. Alors, Et... là-dessus, le personnage, à mon avis, se prête quand même assez peu à des résumés parce qu'il a beaucoup changé Oui, bien d'opinion. sûr. Dans les années 80, il se présentait comme le Reagan français. Et il était Oui, parce pour que c'est un les libéral quand même. Alors, j'ai pas socialement de gauche, je ne sais pas très bien ce qu'il entend par là, tout en étant économiquement de droite. Mais Mmh. enfin, ça peut s'entendre. Je trouve que c'est intéressant comme phrase. Mais... Je crois que le paradoxe avec Jean-Marie Le Pen, c'est que c'est peut-être l'un des derniers hommes politiques encore en vie, alors principalement du fait de son grand âge, qui est encore dans l'histoire du XXe siècle, en fait. C'est-à-dire, c'est un homme politique de carrière. Alors, c'est vrai faut se rappeler qu'il était déjà plus jeune député élu sous la 4e République, sous la bannière du mouvement poujadiste de défense des petits artisans, alors qu'il n'était pas vraiment poujadiste lui-même. En réalité, c'était déjà un étudiant de droit qui avait une socialisation beaucoup plus à l'extrême droite et qui a fait d'ailleurs basculer le mouvement poujadiste à l'extrême droite sur la question de la guerre d'Algérie. Ce qui explique après le morcellement du poujadisme, parce que tous les petits artisans se disent la guerre d'Algérie, c'est pas notre guerre, et ils commencent à s'en défaire. Mais c'est quelqu'un qui a sauté lors de l'expédition de Suez. Donc, c'est quelqu'un aussi qui, selon ses mémoires, avait gardé une arme en cachette, ce qui équivalait à une peine de mort au moment de l'invasion allemande. Donc, c'est quand même un homme politique qui est d'une autre civilisation que celle dans laquelle nous sommes, avec aussi quelqu'un qui a consacré sa carrière à la vie politique, avec un corpus idéologique. Ça, c'est quand même quelque chose, je pense, avec Le Pen, c'est que autant son programme, il le changeait en fonction un peu des vents, néolibéraux à certains moments, la phrase que tu as citée, donc ça, c'est plus, je crois, pour l'élection de 2007, c'est ça, où il disait ça, ça ou devait être ça, 2002, oui. Ouais. Mais je suis début pas des sûre à années 100%. 2000. Mais en fait, c'est quelqu'un quand même qui a consacré sa vie à la carrière politique. Alors que maintenant, quand on regarde la plupart des hommes politiques, bon, ils ne font que passer. Macron fera quoi? 15 ans de sa vie de la politique. Et après, il fera des conférences, comme Le Nicolas ménage, Sarkozy on le dit. fait. Oui, et des ménages. Enfin, Nicolas Sarkozy, maintenant, il fait le ménage, vu qu'il a un Ouais, mais je portefeuille. suis pas sûre que comme l'époque change, je suis pas sûre que Macron va avoir un tel succès en conférence. Qu'est-ce qu'il a à raconter en conférence? Est-ce que ça va vraiment marcher? Enfin, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est Bah, vrai qu'il a fait mais en même temps, il a un peu joué pour moi, ce rôle de repoussoir, de trublion qui a construit aussi la boutique Le Pen, qui a vécu là-dessus.
À un moment, les gens se demandaient s'ils voulaient vraiment le pouvoir. Il y avait une boutique qui tournait, qui tournait financièrement, à être justement cette opposition qui divise la droite et qui n'arriverait jamais au pouvoir. Déjà, il faut se rappeler que c'est aussi une autre époque. La communication passait par les réseaux d'État. Et Mmh. Le Pen n'était rien avant Mitterrand. En 80, il n'avait même pas pu se présenter. En 74, il avait fait Mmh. 0,74% des voix, si Oui, je me oui. rappelle bien. Ouais. Mmh. Mitterrand l'a mis en scène en le faisant inviter à l'heure de vérité, à la Mmh mh. télévision d'État française. Il ne faut pas se leurrer, en France, quand on est invité à la télévision, c'est que le gouvernement est d'accord. Et il l'avait invité parce que la gauche eh bien, avait entamé le tournant de la rigueur de 83 pour en fait se dédouaner de toutes les promesses électorales et en fait basculer dans le néolibéralisme. Mmh. Tout à Et fait. c'est à partir de ce moment-là où Le Pen est utilisé comme un agent diviseur de la droite. Mmh. Agent diviseur de la droite qui lui-même va beaucoup diviser, puisque des alliances avec la droite, comme tu as souligné, ont été possibles sans l'affaire du point de détail, où il dira que la manière dont les Juifs ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale relève d'un point de détail de l'histoire. Et il fera également beaucoup de divisions au sein même du camp nationaliste, avec la scission avec les maigretistes en 1998, où en gros Maigret, son bras droit, veut faire un parti de technocrates capables de prendre le pouvoir, et Mmh. là Le Pen s'y oppose. Et le paradoxe, c'est que la percée de Le Pen en 2002, où il devient le premier président d'extrême droite qualifié au second tour, se fait alors qu'il a vidé le Front National de toute sa substance. Euh, c'est donc un personnage, comme tu dis, un trublion, mais qui avait encore un vrai corpus idéologique. Je ne suis pas sûr que Jordan Bardella ou Marine Le Pen Non, non, non. ne sont très précises de ce qu'est l'extrême droite. Mais justement, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, maintenant, on a Bardella qui est très lissé, comme ça, et c'est comme s'ils avaient compris en termes de communication, il vaut mieux avoir des personnages plus lisses. Alors, en même temps, ça draine, hein, puisque le parti monte, mais en même temps, est-ce que c'est pas la limite justement? Enfin, c'est un vrai point de bascule. C'est-à-dire que là, on a un Bardella, en petit costume gris, qui est limite macronisable, Oui, qui est TikTokisable déjà, ouais, c'est ouais, un bon ouais. début. Et bon, c'est la voie qu'ils ont choisie parce que de toute façon la voie Le Pen perd ne menait à l'échec, ça c'est sûr. Après, faire quelque chose de plus lisse comme ça, alors que justement les Français aujourd'hui, ont besoin de quelque chose de plus franc, de plus direct, de plus trumpiste peut-être? Est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est une vraie question, hein, auquel j'ai pas, voilà, j'ai pas de réponse. Moi, je suis pas du tout enthousiasmée par le personnage de Bardella. Je trouve que c'est un pur produit de communication, mais je le trouve très vide. Donc, voilà. Question Je me se rappelle, c'était, je crois, Guy Konopnicki qui disait à une époque qu'au moins c'était bien avec Le Pen, parce que quand on était face à Le Pen, donc qui n'était pas un ami du Front National, hein, quand on était face à Le Pen, on était vraiment face à l'extrême droite dans tout ce que charriait ce mot en termes de connotation historique, Mmh. politique, idéologique. Et notamment, il y a aussi une dimension fondamentale du personnage que nous rappelle la Régie, c'est son anticommunisme. Oui, Le- alors c'est vrai que ça fait partie de cette génération qui est obsédée par le communisme, c'est vrai aussi. Moi Parce je que sais pas, quel l'URSS était, soutient le Gauthier? FLN, Oui, oui, notamment pendant la guerre d'Algérie. ouais, mais quelle était son attitude, enfin son opinion face au néolibéralisme? Parce qu'il combattait quand même la mondialisation. Hein, dans ses discours, il disait: «La mondialisation tue les peuples et les nations». Donc c'était pas un libéral, comme on l'entend aujourd'hui. Je crois pas. Je crois que c'était Mais quelqu'un. j'ai pas longuement cherché sur le sujet, donc je Après, il ne faut pas se mentir, dans les années 1980, c'est l'époque de la mondialisation heureuse. Donc, en oui. réalité, quand le néolibéralisme arrive et le reaganisme, tout le monde est On n'y fasciné. réagit pas immédiatement, je suis bien d'accord. Oui. Les dégâts du néolibéralisme se font sentir au début des années 2000. On commence à en parler. Oui, fin des années 90. Il ne faut jamais oublier, je crois que le terme mondialisation apparaît dans le monde en 97. Ouais. La mondialisation, les gens en prennent conscience en fait très tardivement. Internet n'arrive qu'au début des années 2000.
Donc je Mais je crois que pense qu'il quand... il était réganien, 80-90, mais qu'il a compris les dérives. Il a quand même, comme c'était quand même un type enfin, très intelligent, on ne peut pas lui enlever ça, je pense. Mais bon, je dis ça, c'est plutôt de l'intuition parce que je suis pas, j'ai pas beaucoup suivi le personnage, mais j'ai quand même vaguement entendu un discours. Est-ce que c'était celui de 2002 ou plus tard? Par exemple, oui, 2002, où il parlait des métallos, des Et sidérurgistes des dans son dégâts déjà de discours la d'acculturation. mondialisation, de l'Union européenne qui n'était qu'un relais de la mondialisation en Europe, de la perte des territoires, de la perte de souveraineté. À un moment, il a ce discours-là. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont drainé les votes. Hein. C'est Ah, un vote Le Pen. C'est pas seulement un vote anti-immigration, c'est un vote anti-mondialisation de façon plus générale, il va y avoir vraiment un anti-mondialisation. basculement, oui, avec la campagne de 2007. Mais paradoxalement, lorsqu'en 2007, il va s'ouvrir justement sur ces thématiques anti-mondialisation, c'est là où il va faire son pire score, où il va être coiffé au poteau par Nicolas Sarkozy. Oui, parce que Parce Nicolas que Sarkozy, on avait l'impression qu'il reprenait éventuellement ses thèmes. Bon, il a complètement trahi ses promesses de campagne, hein, Nicolas Sarkozy. Il a quand même fait campagne sur, c'est le Karcher à l'époque, sur une politique d'anti-immigration très ferme, alors que l'immigration s'est envolée sous son mandat, que moins d'un an après son élection, il appelait au multiculturalisme, alors ça c'est sur la question migratoire, et sur la question économique, bon, je ne sais pas s'il était très clair pendant sa campagne, mais c'est vrai que la campagne de Sarkozy a drainé une partie des votes qui auraient pu aller vers le FN, je pense, non? je crois qu'en fait, Mais il a joué très l'électorat Front droitard. National des années 90 était très différent de l'électorat actuel. Ouais. Parce que globalement, on était face à un électorat de petits bourgeois. Mmh. Dans les années 80, la France comptait encore des artisans, comptait encore des petits commerçants, etc. On n'était pas dans le pays des grandes surfaces commerciales que nous connaissons à l'heure actuelle. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que cette petite bourgeoisie est passée avec armes et bagages chez Nicolas Sarkozy. Et le rebond assez inespéré, et que personne n'attendait en 2007 pour le le Front National, va se faire sur les prolétaires blancs des nains Beaumont. Mais ça va y avoir vraiment un moment de flottement pendant Mmh. le mandat Sarkozy. Parce qu'en réalité, je crois qu'en 2007, toute cette petite bourgeoisie, notamment la petite bourgeoisie de province, celle qui sociologiquement était liée à l'extrême droite, c'est celle dont les cadets avaient fait la milice sous le gouvernement Pétain, c'est celle qui est très anticommuniste, celle qui a un peu des intérêts dans les colonies. Bref, tout ce substrat va se penser jusqu'aux années 2000, en fait, des gagnants de la mondialisation. Et le basculement va se faire en 2010, lorsque cette petite bourgeoisie qui se dit « je vote Sarkozy parce que je suis une gagnante de la Mmh. mondialisation », va définitivement passer dans le camp des perdants et va Bien. retrouver les bofs des nains Beaumont. Et Mmh. c'est là où Jordan Bardella va apparaître, en fait. Oui, qui vient de là-bas d'ailleurs. Ouais. Mais De c'est Saint-Denis. vrai que le changement s'est opéré dans les années 2000 vers un changement plus social, moins libéral. Ouais. Et Et surtout, l'électorat social avait résisté à Sarkozy, là où l'électorat bourgeois était passé brièvement chez Sarkozy. ouais. Et on pourrait parler aussi de la période Philippot, qui a complètement acté ce passage Oui. Mais social. là, déjà, je pense que Jean-Marie Le Pen était un peu sur le banc de touche. Mmh. Parce que le grand enjeu, ça a été la passation de pouvoir au sein du Front National. Alors, je ne me rappelle plus, je crois 2011-2010, Ouais, je ne peux pas confirmer. où là, il y a quand même eu, on a vu qu'il a choisi sa fille, ce Mmh. qui montre que la boutique Le Pen a toujours été quand même liée au népotisme, et n'a pas choisi Bruno Gollnisch, qui avait été son fidèle lieutenant Et qui et qui pourtant lui est resté incarnait. très fidèle par la suite, hein. Bon, Quand on est député européen, c'est un peu intéressant d'être une fidèle, hein. fidélisation, oui. Oui, c'est ça, parce que député européen, c'est quand même confortable. Mmh. Et globalement, on voit que c'est le paradoxe, c'est que Jean-Marie Le Pen a sabordé l'extrême droite traditionnelle en soutenant sa fille. D'ailleurs, il en fera les frais, je crois que c'est en 2015, en se faisant déchoir de son poste de président d'honneur après avoir fait un énième dérapage Oui. dans Mmh. Rivarol. Ah, c'est dans Rivarol? Mon Dieu, qu'a-t-il dit dans Rivarol?
Oh, dans Rivarol, je sais pas. Dans Rivarol, Jean-Marie Le Pen, quand Rivarol l'appelle, il aime bien parler de l'occupation allemande. Comme ça, c'est son kink. Et en général, il dit, alors je sais pas, il avait dit que. Ah non, ça c'était avant l'affaire Rivarol. Ce qui l'avait fait virer de la présidence d'honneur, c'est quand il avait parlé de Patrick Bruel et d'autres chanteurs juifs et qu'il avait dit on en fera une fournée. Ouais, c'est de mieux en mieux, quoi. Oui, bah c'est. Alors, la régie nous rappelle que oui, il n'a pas nommé sa fille, elle a été élue. Ceci étant, la campagne interne avait été au désavantage flagrant de Gollnisch, qui de toute façon, le problème de Gollnisch, c'est qu'il a le charisme d'une huître avariée, quoi. Donc, techniquement, c'est un type qui avait, même si ça avait été lui le directeur de campagne en 2002, la première campagne victorieuse pour le premier tour, c'est quand même quelqu'un dont on imagine mal qu'avec un programme de la messe en latin et tout. Je crois que c'est son programme, mais c'était un directeur de campagne, donc de toute façon, on ne le voyait pas spécifiquement, il était là en arrière. Mais c'est le problème, c'est qu'on voit que Gollnisch était un cadre, c'était pas un politique. Oui, ouais. Mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il était très fidèle. J'ai un peu regardé hier certains plateaux et il continuait à justifier même les dérapages, pas les justifier, mais dire que c'était, on va donner plein d'explications. Et ouais. Bon. Oui, bah, il y a, de toute façon, Gollnisch était d'extrême droite. Il faut voir à partir du moment où Marine a pris les rênes du Front National, tous les cadres vraiment marqués à l'extrême droite, on pense à Karl Lang, sont partis. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est resté un peu un témoin, une butte témoin de notre époque. Mais ça donne il est pas envie resté, de mourir d'un Gollnisch, non? Est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il est devenu, Non, Gollnisch? Gollnisch est resté. Gollnisch est toujours resté. Mais quand on voit Jean-Marie Le Pen, on se dit quand même que ça fait une dizaine d'années que de toute façon, il est complètement déphasé par rapport à la vie politique. Oui. Et la France. Je voudrais juste quand même. Alors, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup et qui me fatigue un petit peu. On dit toujours Le Pen visionnaire. Le Pen visionnaire, il ne faut jamais oublier qu'au moment de la guerre d'Algérie, Le Pen était pour la fusion de l'Algérie et de la France, en disant que comme ça, eh bien, l'Algérie resterait française. Si on voit l'évolution démographique ultérieure de l'Algérie, les gens qui disent Le Pen visionnaire, il avait prévu, je ne sais pas, l'immigration massive, que la France deviendrait musulmane. Oui, si Jean-Marie Le Pen avait été au pouvoir au moment de la guerre d'Algérie, la France serait majoritairement musulmane depuis les années 90 avec l'Algérie. Donc voilà, c'est juste une petite pique parce que c'est assez facile de prendre des extraits YouTube, Le Pen visionnaire, prendre une citation qui semble correspondre à notre réalité contemporaine. Bon, en tout cas, il a prévu ce qui s'est passé aujourd'hui très très tôt. C'était un des premiers à le prévoir et à le dire. Peut-être parce qu'il n'avait pas de responsabilité politique aussi. Ouais. Ça aide à être lucide. Bon, alors on quitte le passé pour alors le passé lointain, l'imparfait avec Jean-Marie Le Pen. On passe au passé composé ou passé décomposé, je ne sais pas, avec les élites européennes qui sont confrontées au futur. Et quand le futur a la gueule d'Elon Musk, eh bien vous dites que vous n'allez peut-être pas vous lever demain matin. Alors, Elon Musk, alors, je ne sais pas trop qui il est, c'est le porte-flingue de Trump, le tueur à gages, il décide comme ça que tel Premier ministre, il en a marre. Alors là, sa victime, c'est Keir Starmer, c'est ça? Keir Starmer. Oui, le Premier ministre britannique, qui est attaqué sur X, le réseau social de Trump, par le milliardaire. Alors, que reproche-t-il à ce brave Premier ministre travailliste anglais, Musk? C'est-à-dire déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a eu les émeutes l'année dernière donc, en Angleterre sur lesquelles Starmer
à traiter, en effet, c'était des émeutes ethniques, hein, donc c'était vraiment les autochtones contre les Britanniques issus de l'immigration, et que c'est vrai que la position de Strathmore était clairement de traiter les Anglais autochtones, si on doit parler de façon plus, de fascistes et voilà. Et en face, il y avait quand même des personnes armées de machettes. La violence était quand même des deux côtés, et en fait, elle a été relayée que d'un côté. Et déjà, je crois que Musk s'était exprimé lors des riots, des émeutes en Grande-Bretagne. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, on en avait parlé ici. Donc, il y avait déjà eu ça. Et puis maintenant, ce qui sort, ce qui est déjà sorti, parce que ça a commencé en 2012, c'est le fameux scandale des grooming gangs, donc des gangs de violeurs, enfin grooming, des gangs de violeurs, pour résumer, bon, en tout cas d'agresseurs qui sont en immense majorité d'origine pakistanaise. Visiblement, en fait, moi, l'ampleur, j'avais même pas, j'avais entendu parler de ça, mais je pensais que ça concernait, je sais pas, quelques dizaines de jeunes filles, quoi. C'était, évidemment, on nous l'a toujours mis au niveau du fait divers. Et donc, ce sont, comme nous le rappelle les régies, des violeurs et des pédophiles, puisqu'il s'agit de jeunes filles britanniques. Je suis obligée de dire de souche, puisque c'était le choix, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas choisir, en effet, des jeunes filles de leur propre ethnie, hein, parce que c'était mal vu. C'est mieux vu de choisir ailleurs. Bon. Et donc, c'était des jeunes filles. C'est surtout qu'une jeune fille blanche dans un quartier pakistanais, elles sont minoritaires. Elle aura beaucoup moins de gens pour la défendre. Elles sont minoritaires, elles ont beaucoup moins de gens pour la défendre. Parce que souvent, dans ces quartiers, les familles issues de l'immigration ont encore une forme de solidarité. Là où les familles britanniques de souche sont généralement divorcées et avec des frères qui sont incapables de protéger, quoi. Alors, il y a eu, bon, moi je ne connais pas les détails des histoires, mais il y a eu des pères qui ont essayé de récupérer leurs filles, mais qui se sont fait tabasser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité, en effet, déjà clanique, comme dans les populations issues de l'immigration, mais il y a aussi des pères qui essaient de récupérer leurs enfants, et qui allaient à la police, et la police, c'est là où la police a été plus que lamentable, c'est-à-dire la police ne prenait pas les dépositions, mettait en cause la parole des parents, et puis là-dessus, donc, et a refusé complètement au nom, alors je pense entre autres au nom du vivre ensemble et de l'antiracisme, mais il y a aussi eu d'après donc le fameux Tommy Robinson qui est aujourd'hui en prison, mais pour plutôt des propos diffamatoires, qui est un hooligan, qui est fondateur du mouvement d'extrême droite English Defence League, qui a été, on peut dire, un lanceur d'alerte. Alors un lanceur d'alerte qui peut être déplaisant, mais sur ses affaires. Mais je crois que il a sorti un film qui s'appelle Silenced, qui est disponible sur Twitter, que je n'ai pas vu, mais je crois que j'ai vu des extraits de ce film dans lequel on voit, il filme des policiers en train de recevoir des liasses de billets de groupes de Pakistanais, c'est-à-dire qu'ils ont acheté la police. C'est un scandale à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, moi, de ce que j'entends, la collaboration française entre 40 et 45 va paraître presque, de ce que j'ai pu entendre, presque anecdotique. Non, mais ce que je peux entendre. C'était une collaboration d'État quand même, tandis que là, c'est de la. Il y a une collaboration d'État, puisqu'il y a une collaboration de la police et au plus haut niveau de l'État, puisqu'à l'époque, alors je recherche exactement quelle était la fonction de Keir Starmer à l'époque. Il était procureur général. Voilà. Enfin, l'équivalent anglais. Qui ont enterré l'affaire. Ouais. Alors là-dessus, moi, ce que je trouve qui est quand même assez fascinant, c'est à quel point on voit qu'on est face à une information totalement mondialisée. Parce que ce qui se passe en Angleterre, là, sur cette affaire de gang, devient en fait une affaire mondiale via la figure d'Elon Musk. Ouais. Donc, ça donne l'impression que le monde, et le monde occidental, est au bord, en fait, d'une guerre civile généralisée entre, d'un côté, les anciennes élites, les élites qui sont encore au pouvoir dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire les élites libérales, et ce nouveau rejeton de la démocratie que souvent les adversaires appellent l'illibéralisme, qu'on pourrait appeler le trumpisme, le muskisme, je ne sais pas,
Et on voit que désormais, une affaire anglaise, via Twitter, en fait, va attiser un conflit qui n'est pas un conflit de civilisation, comme on l'imaginait dans les années 2000 avec Huntington, mais qui est un conflit intra-civilisationnel, en fait, Ouais. entre deux parties des opinions publiques occidentales qui, en réalité, vivent dans deux réalités différentes, les deux étant connectés à des réseaux sociaux, ne connaissant Différent. pas la rue en général. Ouais. C'est leur point commun. Mais on parle de... Alors, les chiffres, c'est compliqué parce qu'il y a un chiffre qui se monte à 250 000, a priori. Donc, comme là, c'est sur One India News. J'essaie de chercher, c'est un média indien, de 250 000 white, alors il précise, white girls in the UK, systematically exploited. Donc, c'est... Ce chiffre de 250 000, c'est en tout cas 250 000 petites filles, ce sont des petites filles, exploitées. Après, il y a des chiffres qui iraient de 250 000 à 1 million. Alors 1 million, ça peut sembler énorme sur un espace-temps X, mais il faut savoir que ça dure depuis 2012. Donc depuis 13 ans. Moi, ce que j'ai eu dans l'article du Monde, c'est que c'est depuis même 40 ans en réalité. Ah ouais. Dès les années 80. Donc tout ça m'a l'air en fait assez flou. Mais moi, ce qui me fait un peu dresser les cheveux sur la tête, du moins le peu que j'en ai, c'est que s'il y a ce phénomène qui existe en Angleterre, est-ce que ça existe dans d'autres pays européens? Mais ce qui est étonnant, ça doit exister en France, mais peut-être par exemple de façon plus... Ça ne se passe pas de la même manière. C'est-à-dire, il y a des façons de faire, j'imagine, plus culturelles. Je ne sais pas, parce que là, il s'agit vraiment de Pakistanais uniquement. En France, nous n'avons que peu de Pakistanais, ça commence ces dernières années, mais c'est vrai que c'est une immigration du Commonwealth. Donc nous avons une immigration maghrébine, je ne sais pas, principalement maghrébine ces dernières années et africaine, donc je ne sais pas. Là, je ne peux pas... Mais je pense que ça n'a rien à voir. C'est absolument pas... L'ampleur n'a rien à voir. Je pense que c'est à la marge en France. C'est quelque chose qu'on peut espérer, mais ce qui est frappant, c'est que si cette affaire Musk réussit à la monter suffisamment en épingle, c'est une affaire qui va devenir en fait civilisationnelle. C'est-à-dire que tous les partis d'extrême droite d'Europe vont reprendre ce scandale. Il y a vraiment plus de frontières maintenant dans les opinions publiques. Et ça, oui, ça devient un problème européen, mais ça, c'est pas mal. Je pense que justement, on sorte... Je pense que les problèmes sont communs. Il y a des problèmes qui sont plus forts dans certains pays que d'autres. Mais c'est bien que ça commence à devenir un problème européen et pas uniquement national. Puisqu'après tout... Oui, après, c'est d'une certaine manière encore un triomphe de la mondialisation. Alors, là-dessus, ce qui me frappe aussi, c'est donc la régie, la France, parce que la France est une grande nation, a réagi via son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en évoquant le fait que Twitter, X, pourrait être banni en France, puisque Macron a accusé Musk d'ingérence en Europe. Et ça, c'est quand même un vrai débat. Comment un entrepreneur privé, parce qu'il est riche, peut commencer à ingérer dans la vie politique des pays. D'un point de vue de souveraineté, l'Europe se trouve quand même à poil avec cette question. Sauf que c'est pas nouveau, Gauthier, des entrepreneurs privés qui s'ingèrent dans la vie européenne. En fait, c'était accepté avant. Si c'était Soros, si c'était Bill Gates, c'est pas accepté parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est proche de Trump. Mais il n'y a rien de nouveau à ça. En fait, une ingérence qui est acceptée, qui est idéologiquement acceptée et donc minimisée, et une autre qui ne l'est pas. En fait, de toute façon, ce qu'on peut dire de l'Europe, c'est que c'est un protectorat américain d'un point de vue militaire et c'est une colonie numérique américaine. Et le point commun des protectorats comme des colonies, c'est que les élites sont des élites compradors, c'est-à-dire des élites qui sont là en place parce qu'elles ne dérangent pas, voire collaborent. On va donner quand même à nos éditeurs l'origine du mot comprador, qui sont les élites sud-américaines qui étaient très liées aux Américains du Nord. Oui, et aux Anglais aussi, d'ailleurs, au XIXe siècle. Et donc, globalement, ces élites compradors sont là en vertu de l'équilibre des pouvoirs en Europe qui s'établit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors en France, ça a été peut-être un peu plus tardif, via notamment l'expérience gaulliste,
Mais globalement, cet équilibre des forces en Europe a décrété que certaines élites européennes, qu'elles soient de droite ou de gauche d'ailleurs, étaient au pouvoir grâce à l'alliance américaine. C'est pour ça qu'elles ont tout accepté, le protectorat, de devenir une colonie numérique, on évoquait la question du démantèlement de l'agriculture. Or là, ce qui se passe, c'est que ces élites, qui, comme toutes les élites, ne sont là que pour conserver le pouvoir et la mainmise sur les pays, découvrent que le maître américain a changé d'idée et qui commence à se dire qu'il va peut-être changer d'élite en Europe. Alors, pour des raisons qui ne sont pas forcément nobles, mais je crois quand même que Trump et Musk commencent à en avoir assez des gens de type Starmer. Par exemple, ils préféraient discuter avec Farage, le leader de la campagne du Brexit. Mais ce qui est un petit peu triste, c'est qu'en fait, on arrive à sortir de ce système de dépendance et de soumission parce que les élites de notre pays parrain changent. Ce n'est pas nous qui changeons. C'est que là, on va s'adapter à des élites qui nous disent arrêtez de dépendre de nous idéologiquement, économiquement, qui nous méprisent presque par rapport à ça. Et en fait, c'est pas nous qui impulsons le changement, c'est le comment dire, le parrain, enfin en tout cas la puissance dominante. C'est tout le. Alors nous, on va s'accrocher peut-être à ce remplacement-là parce qu'il promet éventuellement de nous lâcher un peu et d'être peut-être idéologiquement moins oppressant. Mais pour nous, c'est toujours pas très glorieux. Le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de décolonisation en réalité. Non. Comme il a pu y avoir dans les protectorats et les empires coloniaux dans les années 60-70. Peut-être aussi parce que la colonisation américaine a été une colonisation un peu sur le modèle britannique, qui était quand même très bienveillante dans un premier temps. Oui, et puis elle ne se ressentait pas en fait. Il était un peu normal qu'après la guerre, on ait envie aussi de cinéma américain, d'une culture un peu plus... C'était assez porteur. Donc, elle ne s'est pas sentie au début. Elle s'est durcie vers les années 70-80, avec notamment l'américanisation à outrance culturelle qui commence vraiment dans les années 80 jusqu'aux années 70. Quand on regarde le cinéma, il y avait encore un cinéma français, on pourrait même faire la nique au cinéma américain. Et là, on est vraiment avec l'arrivée des grands réseaux, Netflix, etc. On est dans un processus de colonisation pure et dure. Et là-dessus, en fait, comme le processus a été lent, et surtout qu'en opposition aux empires coloniaux de jadis, ça c'était ce qu'expliquait l'économiste Jacques Rasmus, il n'y a pas de violence coloniale directe. Bien sûr, non, ça ne se fait pas du tout de la même manière. Donc, c'est en même temps beaucoup plus doux et donc moins violent, mais en même temps, comme c'est beaucoup plus pernicieux, il n'y a pas de bruit de bottes, il y a encore plein de personnes aujourd'hui qui ne la comprennent pas. Donc, c'est là où c'est dangereux. C'est qu'aujourd'hui, en fait, l'imprégnation américaine, elle est vécue comme normale pour beaucoup, par exemple, de la bourgeoisie parisienne. Ils préfèrent, en effet, ils vont se dire qu'ils préfèrent dépendre des Américains que des Chinois ou des Russes. Donc, c'est pas grave. Et on voit d'ailleurs que, à la périphérie de l'Europe, puisque les empires se morcellent toujours par leur périphérie, eh bien là, la présence américaine est beaucoup moins assurée. Que ce soit en Roumanie, que ce soit en Géorgie. Là, il ne faut pas se mentir, il y a des ingérences russes, mais il y a des ingérences américaines. Sauf que... L'Union européenne aussi. Oui, alors j'avoue que les ingérences de l'Union européenne, j'ai tendance à les classer dans les ingérences américaines. Oui. De toute façon, c'est globalement dans le cadre de l'OTAN. Donc, voilà. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que dans ces pays un petit peu de marge, peut-être le processus d'américanisation est inachevé, eh bien, de plus en plus, les populations sont sensibles à la propagande russe, mais quand on est sensible à une propagande, c'est parce qu'on y voit quand même son intérêt d'une certaine manière. Ça s'est joué sur le fil, parce que longtemps, ces pays de la bordure ex-soviétique et russe voulaient devenir européens, justement pour sortir du giron de l'ours russe. Et donc, jusqu'à récemment, toute cette bande-là, l'OTAN y rentrait comme dans du beurre. Mais c'est vrai que là, ça commence à changer. Mais en fait, il faudrait peut-être se demander vraiment pourquoi, parce que
ils avaient intérêt à rentrer dans l'Union européenne et ils étaient des bénéficiaires nets, tous ces pays de l'Union européenne. Pourquoi aujourd'hui ça change aussi vite? Il ne faut pas oublier que l'Union européenne n'a pas tenu ses promesses depuis 20 ans. Rappelons-nous la stratégie de Lisbonne, mise en place en 2000 et courant jusqu'à 2010, qui devait faire l'Europe le principal foyer de l'innovation technologique et scientifique. On en rigole encore. Donc en fait, il y a une forme d'horror story européenne depuis 25 ans qui fait que c'est de moins en moins attractif. En plus, ces populations qui sont quand même des populations conservatrices voyagent et souvent ce qu'elles voient à Paris ou à Londres les fascine pas réellement. Et puis, dans le monde du XXIe siècle, ce qui est fondamental, c'est l'énergie. Et là encore, qui a de l'énergie bon marché? C'est les Russes, ce n'est pas les Européens et ce n'est pas le gaz de schiste américain. Donc, je crois que dans leur intérêt bien compris, de plus en plus de peuples se disent démocratie ou gaz à pas cher, ce qui d'ailleurs avait été longtemps le deal en URSS. En URSS, lorsque la Pologne était communiste, les Polonais avaient l'habitude de laisser tout le temps leur gazière allumée, parce que le gaz coulait de manière quasi gratuite. Et d'ailleurs, les appartements russes sont très bien chauffés. On a moins froid dans la Russie, dans les pays de l'Est qu'à Paris. Oui. Et puis en plus, c'est un froid humide à Paris, donc c'est désagréable. Alors, on passe à la suite. Oui. Alors, avec une première victime collatérale, alors cette fois-ci, ce n'est pas de Musk, c'est de Trump, c'est Trudeau. Puisque Trudeau vient de démissionner au Canada. Il y aura peut-être des législatives anticipées, puisqu'elles étaient prévues pour l'automne. Mais là, Poilievre, son candidat conservateur, est en tête dans les sondages. Et Trudeau, en fait, n'a pas survécu aux humiliations répétées de Trump, qui l'a traité de gouverneur du Canada. Et après des déclarations de Trump disant qu'il allait annexer le Canada, comme le canal de Panama et le Groenland, d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez étonnant, ça. J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, comment il se permet de faire ça? Là-dessus, nécessité fait force. Après le canal de Panama, il ne faut pas oublier que le Panama a été créé par les États-Unis, sur un territoire qui a été volé à la Colombie au début du XXe siècle, pour justement créer un canal à capitaux américains. Et il a été rétrocédé en 1999 après un accord passé avec le président Carter, qui d'ailleurs nous a quittés récemment. Donc, défendre l'idée, quand on est un Trumpiste, que le canal de Panama, qui est quand même l'artère majeure pour le commerce mondial, depuis l'échec des Chinois à creuser un canal au Nicaragua, on peut tout justifier. De toute façon, avec Trump, on peut le justifier. C'est un petit peu un recentrage sur les mers. Mais je crois que dans le cas de Trudeau, il y a aussi une volonté de l'humilier, parce que Trudeau représente, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, le libéralisme avancé triomphant. Donc, oui, c'est l'équivalent de Macron, Trudeau, c'est un Macron canadien. Donc. Il a légalisé le cannabis en 2018. Mais alors, la différence, c'est que j'ai vu que 75% des exportations canadiennes se faisaient vers les États-Unis. Alors, si on augmente les droits de douane de 25%, le Canada est mort. Oui, d'accord. Donc, moi j'ai l'impression... Parce que même le Danemark a appelé à calmer les esprits. C'est pas tellement retourné contre Trump, donc c'est pas très clair ce qui se passe sur le Groenland, par exemple. Moi, j'ai l'impression que le Groenland, avec la fonte des glaces, va devenir un enjeu géostratégique de plus en plus important, notamment par rapport à la Russie. Et le Danemark est bien conscient que ça va peut-être être un trop gros morceau pour eux. D'ailleurs, voilà, donc à ce moment-là, le Danemark se dit qu'il faut peut-être arriver à un nouveau deal avec les Américains, où les Américains auront peut-être un poids plus important, mais que de toute façon, avec les hydrocarbures, comme le rappelle la régie, le Danemark ne pourra pas conserver le Groenland à lui tout seul.
Et pourquoi? Parce que c'est historiquement danois, donc pourquoi ils ne pourraient pas le conserver? Parce que quand on va manquer d'hydrocarbures et que les routes maritimes deviennent de plus en plus importantes, c'est pas le Danemark qui va s'opposer à la Russie. Alors je sais bien que les médias nous expliquaient il y a un an que l'entrée de la Finlande dans l'OTAN était un terrible coup à la puissance russe. Je pense que ce soit la Finlande, la Suède, la Norvège ou le Groenland, ça va être difficile quand même de s'affirmer en tant que puissance souveraine. Parce que le Danois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des forteresses en Lego sur le Groenland? Oui. Je sais pas. Je m'excuse s'il y a des auditeurs danois. Mais je crois quand même que... Oui, le Danois est petit, le Danemark est petit maintenant, c'est sûr. Il a été très, très grand maintenant. C'est vrai que c'est pas... C'est un petit territoire. Enfin, avec le Groenland, un grand, potentiellement. Mais bon. Ok. Ouais. Donc, on passe à la fin. Bah oui, écoute, je te propose, alors on va se détendre un petit peu après ce monde qui s'écroule, ce monde des élites européennes, et bien également le monde du sexe. Et là, évidemment, pour avoir la débandade, il faut toujours lire Maya Mazoret, donc, qui est la chroniqueuse, la spécialiste du sexe, on peut dire, dans le monde. Il n'y a pas de sous-métier, mais moi, c'est un truc qui me fascine. Quand on ouvre la page d'En-tête du monde, on a génocide en République congolaise, massacre en Palestine, la fellation est-elle une pratique de droite? Je trouve qu'on est tout à fait dans la décence. Ça, il faut reconnaître qu'on vit une époque formidable. Et donc, Maya Mazoret, alors je ne sais pas si tu as pu lire l'article. Oui, je l'ai lu. Mais alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors elle, qui depuis des années nous explique comment pimenter notre vie sexuelle, elle nous demande maintenant d'arrêter. C'est un peu... Je dis d'arrêter. Alors, je ne comprends plus. Ouais, un peu bizarre. Elle parle de dry January, donc comme pour l'alcool, mais enfin bon, en gros, elle nous dit que d'arrêter, on pourrait arrêter et passer à d'autres choses. Profiter de ce temps pour apprendre le chinois ou je ne sais quoi, et que même en couple, on peut avoir, c'est ça, d'autres moyens de réflexion. Je trouve que c'est marrant. Donc, elle cite 10 points. Alors, moi, honnêtement, je pense que c'est un article, tu sais, réseau social. Oui, c'est un article Dry January, ça passera à autre chose. Oui. Voilà, c'est un article pour que les gens le retweetent et le repostent. Mais globalement, sa structure est assez rigolote parce que ça commence par des trucs assez absurdes. Voilà, en disant, bon, de toute façon, 61% des Françaises déclarent pouvoir probablement se passer de rapports sexuels, etc., etc. Dire que massacrer méthodiquement tous ces plaisirs, pourquoi faire une exception pour la sexualité, augmenter la productivité en disant que comme un rapport sexuel dure en moyenne 5 minutes 40 secondes, eh bien, ça nous permet de nous offrir une demi-heure de liberté par mois. Bon, ça, je pense qu'elle n'est pas encore sérieuse. Mais après, à partir du point 4, il y a un basculement, et il y a un basculement face, au patriarcat. Ouais. Où globalement, la petite musique qu'elle développe, c'est que le sexe dans le sexe conjugal, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est exigé par l'homme. C'est exigé par l'homme et parce que c'est toujours avec la même personne et que c'est comme lire pendant 10 ans le même livre. Marqué, ça fait 10 ans qu'on lit la même chroniqueuse au monde et on ne s'est pas plaint. Donc, mais c'est assez rigolo parce que on voit quand même que la seule chose qu'elle attaque, c'est le couple, le devoir conjugal, statistiquement sexiste. Parce que les femmes qui seraient les moins motivées pour le sexe seraient celles qui seraient pénétrées le plus intimement. Et oui, voilà, en plus, c'est une agression parce que c'est la moins motivée qui subit l'outrage. Oui. Alors, c'est un peu étonnant, c'est vrai que c'est un peu étonnant de la part de quelqu'un qui prêche le sexe comme norme, hein, c'est-à-dire, justement, je crois que dans l'article, elle dit justement pourquoi le sexe serait l'injonction à la sexualité est quand même fatigante.
Enfin, c'est elle qui... Je lis pas régulièrement ces articles, mais c'est elle qui participe à cette injonction, non? En général. Oui, c'est vrai que c'est le grand paradoxe de la société libérale avancée. C'est qu'il y a une injonction au sexe, mais dans la réalité, il y a une poussée à le faire le moins possible. Et ça, c'est des chiffres qu'on voit, par exemple, chez les jeunes Américains, avec de plus en plus de célibataires, même à 35 ans, qui n'ont pas de rapport sexuel à l'année, etc., etc. Ouais. Donc, c'est très paradoxal, en fait. En fait, une société hypersexuée arrive à, finalement, comme pour tout, arrive à son opposé. Mais c'est marrant que ce soit la même personne qui prône ça, parce qu'en général, elle pourrait avoir tendance à fatiguer les gens. Moi, j'ai déjà écouté sur des plateaux. C'est vrai qu'elle fatigue tous les gens, sauf peut-être ses partenaires. Mais ça, je sais pas. Mais en plus, on peut pas dire qu'elle invite à la sexualité non plus. Elle n'est pas non plus. Donc, elle fatigue, et puis en même temps, là, elle-même se fatigue peut-être. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant comme paradoxe. C'est un petit peu, moi, je trouve, comme les élites européennes qui sont brutalement fatiguées face au monde nouveau. Là, c'est un petit peu ce qui lui arrive à la Maya. Après, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la dépression est le meilleur outil pour faire consommer les gens. Donc, plus les gens sont dépressifs sexuellement, plus ils vont lire des articles sur le sexe et consommer des produits liés au sexe. Voilà, d'accord. Donc, je me demande s'il n'y a pas ici, c'est pas une logique très libérale en réalité. Puisque, en plus, c'est vrai que, je ne sais pas si tu lis souvent les articles de Maya, non. Mais enfin, moi, j'ai un boulot, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les trucs qu'elle imagine, à part des oisifs multimillionnaires qui ont un penthouse à New York, tu vois pas trop. Donc, il y a tout un côté qui a toujours été très pervers, je trouve, chez cette chroniqueuse. C'est d'essayer de faire des scènes totalement what the fuck, si tu me permets l'expression, pour en fait que les lecteurs se disent « Putain, ma vie est trop nulle, en fait. » Oui, c'était un peu ça. Ouais. Mais bon, écoute, tu nous tiendras au courant de la suite de ces articles au cours du mois. Écoute, je sais pas. C'est quoi, un par semaine? Là, je suis tombé là-dessus. Je sais pas, mais en général, c'est les sommets de la pensée contemporaine, ces articles. Je sais pas qui je préfère, elle ou Piotr Smolar. Bon, on va suivre ça de loin. Ouais, les deux de loin. Bon, écoute, on a terminé sur ce monde qui s'effondre. Oui, on a terminé, je pense. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas parlé on a parlé un peu de la Roumanie, mais pas de la Géorgie, et des prochaines élections en Allemagne, puisque le Parlement a été dissous. Il a été dissous, le Parlement, je ne dis pas de bêtises. Il y a des élections anticipées. Écoute, on en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Auf Wiedersehen. Au revoir. Goodbye. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.